Je m'appelle Tati Loers. Avec mon fils Alexandre de Smet et notre ami Franck Pirambon, philosophe et dramaturge, nous avons conversé sur une forme de sociologie de la nutrition, en l'occurrence ce que le véganisme vient nous dire. En 5 épisodes. Là, dans l'intermission, on parlait du jeûne, du fasting, hein, donc le jeûne. Oui, que les Français prononcent jeûne. Le jeûne, mais oui, parce qu'il y a un umlaut quelque part, voilà, c'est l'expression allemande. Je voudrais relancer là-dessus, et coupe-moi la parole, c'est la seule façon de me parler. Donc, non, mais c'est important parce qu'on est dans cet autre vice de discussion qui fait que nous n'avons pas une expérience communautaire de la faim qui nous oblige à faire des provisions et à ne pas tout manger. Nous jetons beaucoup, nous gaspillons énormément. Il y a un énorme scandale de ce côté-là. La souffrance des animaux en est un, et je n'ai jamais songé à le minimiser dans toutes nos discussions. Le gaspillage en est un autre, qui est absolument effrayant. Mais la question de la faim, c'est une question qui peut se jouer de différentes façons. Heureusement qu'on n'a plus faim. La faim subie, c'est le pire. Mais cette expérience de la faim qui n'était pas le choix d'un dieu, oh, je vous ai écrit des tables de la loi, vous voulez pas lire, vous préférez regarder la télé, paf, je vous mets une disette. On va laisser ça il y a 3000 ans. Hein. Mais cette expérience de la faim qui n'était jamais l'expression d'une volonté consciente de la part de Dieu sait quoi, on avait faim, c'est tout. On suivait un carême ou des jours maigres. Oui, mais alors attends, il y a beaucoup de choses dedans. Oui. C'est-à-dire que dès qu'on avait moins faim, on faisait des gosses. Dès qu'on avait plus faim, je ne veux pas dire qu'on les mangeait, mais ils disparaissaient parce que la malnutrition, oui, on l'a fait sur des bateaux, mais la malnutrition, ben, ça dégage, hein, à une époque où il n'y a pas de médecine. Hein. Un petit gosse qui meurt de faim, il est la proie de toute maladie. Donc il y avait une espèce de régulation terrible, hein, dont Dieu merci, la modernité nous a ôté la menace. Mais en même temps, elle nous a ôté une manière d'être l'auteur de sa vie. D'avoir un contrôle un contrôle spiritualisant, et là tu parlais du carême, tu as parfaitement raison, qui fait qu'il y a des moments où on ne mange plus, il y a des moments où on mange comme quatre, on a tué le cochon, on ne peut pas le conserver, on n'a pas de frigo, on bouffe. Et c'est extraordinairement jouissif parce que on n'arrive pas là en sortant d'un restaurant Bocuse, on arrive là en n'ayant pas bouffé pendant longtemps. Donc là tout d'un coup on bouffe, il y a un orgasme calorifère ou calorifique, je ne sais plus. Bref, plein de calories. Le carême, c'est une manière d'utiliser des périodes où on ne mange pas par force en un acte significatif. Purification, etc. Il faut faire attention. Pour les Romains, celui qui jeûne, c'est quelqu'un qui a une haleine terrible. Donc il y a, c'est vrai quelque part, parce que pour peu qu'on n'ait plus le clapet qui se referme, tu as vu direct sur l'estomac, merci. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a un retour d'une envie de maîtrise qui se porte à l'instinct. Il n'y a pas de rationalisation, je ne la vois pas se faire. Et tu as mentionné l'audiovisuel, les pubs, etc. Alors là, on est vraiment dans de l'imaginarisation de la société à cet égard. Pas nécessairement du mode du concours, hein, mais simplement... ah non, mais ça, je peux te faire 3 quarts d'heure. Après, moi, j'ai envie de faire le lien par rapport... Attends, tu es en train de faire... Il faut le relancer, tu l'as relancé? Non, mais c'est relancé. Ah, et oui. Ceci dit, comme on refait le lien, moi, je veux terminer. Le jeûne est une technique merveilleuse. Oui. Donc, heureusement que... Et il faudra le dire dans un insert. Voilà. Il faudra dire un petit peu la footnote. Oui. Mais alors, toi, par rapport à ça, par rapport à jeûne, ça me fait penser à l'anorexie. Et ça, c'est à toi que je pose la question, parce que tu m'avais dit que tu voyais un peu le véganisme comme une anorexie socialement acceptée. Oui, voilà, c'est de la crypto-anorexie. Ouais, voilà. Moi, je vois les mêmes ressorts. J'ai l'impression qu'il y a une partie des anorexiques qui se sacrifient pour une humanité dépourvue de spiritualité. Mais c'est très long. Et on fera un alfresco sur l'anorexie. Et les petites véganes que je vois se faire du tort, parce que quand tu te sens mal, tu arrêtes, tu dis bah, Oui, je sais que tu passes devant la caméra là. Ah, je pensais pas qu'elle voulait. Oui, ça tourne. Ça tourne. Oui, vas-y, non, c'est pas grave. J'ai compris. On est à la maison. Hein. Et donc les jeunes filles, même enceintes, qui se font du mal en restant véganes alors que ça ne leur réussit pas, ça ressemble furieusement à des mortifications, et donc je fais le lien avec les anorexiques. Et là où c'est de la crypto-anorexie,
ce sont les crudivores, parce que les crudivores croient qu'ils mangent sainement et en fait leur corps ne métabolise pas le cru. C'est ce qu'on voit comme résultat. Ils ont des visages émaciés et des yeux allumés comme les anorexiques. Et mon hypothèse est que simplement ils ne métabolisent pas le cru, donc autant ne pas manger, autant alors jeûner, puisque tu gaspilles de la production alimentaire, ils sont aussi dans le gaspillage, pour ne pas métaboliser, alors tant qu'à faire jeûne. Ce que je vois dans ce que tu dis, c'est alors là, l'axe à partir duquel tu parles, c'est celui d'une promotion, bien sûr, de la bonne santé, de l'équilibre, etc., avec une dénonciation, bien sûr, de tout ce qui échappe. Moi, ce que je dis, et qui abonde dans ton sens, une crypto, etc., le vegan et une crypto-anorexie, c'est qu'il faut considérer qu'il y a pas mal de gens qui veulent se faire du mal, pour des raisons qui sont très hautes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont très claires, mais qui sont très hautes. Quand je parlais du jeûne comme étant une méthode, en effet, avec 1001 bénéfices, hein, de maîtrise de soi, de pacification, de se dire, ok, la démesure qui est typiquement postmoderne, hein, et qui est absolument tabou chez les Grecs, hein, il faut toujours être mesuré. Je fais juste une petite parenthèse pour les Grecs et les Romains. L'homme, l'être humain qui est vraiment bien dans sa tête, il ne s'abstient pas de baiser et il ne baise pas tout le temps. Il ne s'abstient pas de manger et il ne mange pas tout le temps. Donc on est dans un milieu que d'ailleurs tu préconises entre boulimie et anorexie. Mais dès qu'il y a boulimie ou anorexie, et en psychiatrie on sait bien qu'il y a une communication entre les deux, comme ça, à ce moment-là on dit qu'il y a un dérèglement, ça veut dire qu'on produit une règle, mais on ne la voit jamais arriver, hein, la règle. Un dérèglement très très difficile de dire s'il est personnel, individuel, l'expression d'une individualité en crise, est-ce que c'est la société qui se reflète dedans? Tu dis les véganes vont porter la croix du monde entier pour la souffrance qu'on fait aux animaux. Il y en a sûrement 2 ou 3 malades de la tête qui fonctionnent comme ça, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont trouvé là une manière d'exprimer métaphoriquement quelque chose qui n'a rien à voir avec leur alimentation. Et l'anorexie, bien souvent, quand on fait le lien avec le désir sexuel, avec cette horreur de la chair, il ne faut jamais oublier que le sexe, c'est le goût et le dégoût. Tu vois, il y a toujours la nudité dans les camps de concentration, c'est pas exactement un film porno d'Hollywood, quoi. Et pourtant, c'est la même nudité. Hein. Donc, il y a ce regard-là qui peut changer. Le goût et le dégoût, c'est quelque chose qui s'applique, mais je veux dire massivement pour les choses de la nourriture, à des niveaux méta, mais parfois à des niveaux littéraux, comme la gastronomie. Comme top chef ou master machin, truc bazar, oh là là, est-ce qu'il va réussir, ils sont machin, meringués avec des morceaux de framboise et tout. Les gens peuvent se fasciner là-dessus parce que tout d'un coup, ils voient l'expression du chef-d'œuvre en cuisine, du sommet du goût. Et ça leur fait passer le sommet du dégoût que peut-être ils portent vis-à-vis d'eux-mêmes. Et c'est là où le goût et le dégoût, c'est une catégorie qui sert à la fois pour l'alimentation. Tu goûtes, tu veux utiliser ton lait pour une purée, il y a ton lait qui a suri. Tu recraches tout et tu es dégoûté, et berk, heureusement que je n'ai pas mis ça dans ma purée. Et c'est une catégorie qui fonctionne pour l'alimentation et aussi pour le sexe. C'est-à-dire qu'il y a des questions de goût et de dégoût qui, au jour d'aujourd'hui, comme on dit en Belgique, ont zappé la cuisine. La cuisine, ce sont les préliminaires. C'est la romance, c'est les petits trucs, c'est je t'offre des fleurs, je te récite des poèmes, et je te laisse me regarder, je te regarde aussi, et puis finalement je me dis non, je me dis oui. Le problème c'est que dès que c'est vas-y fonce, il y a un choc qui ne peut se traduire dans la majorité des cas que par un franc dégoût, ou une franche peur de dégoûter. Et tu essayes de venir au fait que dans cette attitude du ne pas des véganes, oui. Il y a une forme de non-assumé du dégoût. Ah, j'en suis absolument persuadé. Je parlais d'affolement, je parlais de magie, je parlais de toutes ces choses-là. Je pense que il y a des gens absolument charmants. Je connais plusieurs véganes qui sont des gens absolument respectables, que j'aime beaucoup. Et je ne dis pas ça pour dire « oui, mais bon, ils déconnent un peu ». Non. Mais en même temps, il y a
une espèce de gestion du dégoût de la chair morte. Il y a un discours qui n'est même pas conceptualisé, qui fait que, enfin je m'en fous que les animaux souffrent, etc. Mais moi, manger du cadavre, je ne me vois pas le faire. Donc c'est presque une... Ils veulent bien manger les animaux vivants, mais malheureusement il faut les tuer pour les manger. Et donc c'est là où ça coince. Pour certains, ça peut être ça. Ils mangeront volontiers des graines croquantes, etc. Et on pourrait un peu les blaguer en disant « tu n'entends pas, ça fait aïe, chaque fois que tu croques. » Bon, le problème, c'est qu'il y a du délire. Le problème, c'est que le non-délire, la rationalité, est introuvable. Tu vois ? Elle est introuvable. C'est pour ça qu'on a à chaque fois affaire à du fantasme qui peut du coup embrigader d'autres situations difficiles par rapport au sexe, par rapport à la parenté, par rapport à des interdits alimentaires qui n'ont pas été respectés alors que grand-mère était musulmane ou un truc comme ça, tu vois, où il y a une espèce de fidélité, le rapport au menstru, aux règles, le rapport au sperme, le rapport au caca, le rapport à tout ça. Nous sommes des machines de goût et de dégoût. Nous tirons la chasse. Nous faisons un pet bien propre, je pense à mes petits-enfants. Il y a toute une éducation où, même Freud en parle, hein, Forteda. Ah, ça c'est caca, ah ça c'est bien. Oh, Et on est vraiment construit dans ce rapport esthétique j'aime pas, qui a fait la fortune de Facebook. Petite pause.